Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui, on est dimanche, comme tous les dimanches, j'analyse une startup en levée de fonds sur une plateforme. Aujourd'hui, comme tu le sais, dans le titre, Axibio, en levée de fonds sur SoWeFund. Je suis comme d'habitude sur le site de SoWeFund et on va regarder cette startup ensemble. Est-ce qu'il faudrait investir ou pas dans ce projet? Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Comme d'habitude, je suis donc sur le site de SoWeFund, j'ai le projet sous les yeux et on va le découvrir, l'analyser ensemble. Comme d'habitude, je suis également armé de mes critères d'investissement gagnants que tu connais maintenant très bien. Ils sont tous là. Et si tu me découvres avec cette vidéo, si tu ne connais pas ces critères d'investissement gagnants, je t'invite à les télécharger avant de regarder la vidéo. Donc tu mets la vidéo sur pause et tu vas dans la description de la vidéo. Alors regarde, ça c'est la vidéo de la semaine dernière. Donc là, moi je dois être ici sur ta fenêtre. Eh bien tu vas juste en dessous et tu as ici, reçois maintenant ton cadeau de bienvenue, mes critères d'investissement gagnants. Voilà, tu as simplement à cliquer ici à rentrer ton adresse email et tu vas pouvoir les télécharger. Tu vas les recevoir directement par mail. Ça te permettra de comprendre de quoi je parle quand je te parle de scalabilité, effet d'échelle, de unfair advantage, etc. Si tu connais déjà ces critères, on enchaîne. Donc, Axibio, j'ai pas étudié le projet en détail, je fais exprès de le découvrir en même temps que toi. J'ai regardé simplement cette petite vidéo de 2 minutes qui présente la solution innovante de traitement des biodéchets. Donc les biodéchets, ce sont les déchets, si j'ai bien compris, qui sont liés notamment aux matières alimentaires, hein, les déchets biologiques, les végétaux, tout ce qui va être l'alimentation. Eh bien, selon la réglementation européenne, d'ici 2024, on va devoir, les particuliers et les professionnels, recycler l'ensemble de nos biodéchets. Axibio va nous y aider. Ils ont donc une technologie de séparation des erreurs de tri et de compactage des déchets, des biodéchets protégés par 3 brevets en cours de 3 brevets français en cours de dépôt au niveau européen. Ils ont un positionnement idéal par rapport à l'évolution de la réglementation, très favorable. D'ici 2024, l'ensemble de la population française, professionnelle et particulier, va devoir trier ses biodéchets. Donc c'est une obligation qu'on va avoir, ça va être entre guillemets un petit peu embêtant pour nous. Eh bien, eux ils disent, eh bien, vous inquiétez pas, on va vous aider. Donc tout de suite, très rapidement, bien sûr, je vais tout de suite dire que le marché est très favorable, parce qu'aujourd'hui le marché est un petit peu petit, mais il va devenir gigantesque, et c'est la loi qui va nous y obliger. Donc c'est extrêmement favorable. On va mettre 2 points verts sur le marché. D'accord, ils ont des installations déjà réalisées et concluantes auprès de restaurateurs, collectivités territoriales et syndicats de traitement des déchets. À ce jour, pour l'exercice 2019, ils auraient déjà sécurisé plus de 450 000 € de chiffre d'affaires. On reviendra sur les chiffres tout à l'heure. Donc là, on a l'équipe, on va y revenir aussi. Quelle est la problématique? Qu'est-ce que fait concrètement Axibio? Pour l'instant, je n'ai pas compris exactement ce qu'ils faisaient. Donc la problématique, c'est qu'on produit des déchets, c'est des déchets biodégradables alimentaires. Tu vois, j'avais raison, c'est ça. C'est un gisement d'énergie verte important, et donc d'un point de vue énergétique, ça permet d'obtenir du biogaz, du compost riche en nutriments, et donc une tonne de biodéchets permet de produire 100 mètres cubes de biométhane et 900 kg de fertilisant. D'accord. Donc, ça permet de faire ça. D'accord. Plusieurs raisons. La collecte des biodéchets n'est pas encore généralisée, donc ça c'est le problème aujourd'hui auquel on fait face. Les systèmes de collecte sont mal adaptés, un grand nombre d'acteurs sont soumis à la réglementation, mais ne procèdent pas au tri des déchets alors qu'ils devraient le faire. Et ça va se généraliser d'ici 2024 par la loi, comme on l'a vu. Donc le concept, ils commercialisent des équipements connectés, d'accord? Très concrètement, ils sont fabriqués en France et c'est des systèmes d'information pour la collecte de traitement des biodéchets alimentaires vers des solutions de méthane et ou de compostage. On a un schéma ici qui n'est pas très grand, qu'on va essayer d'agrandir. Voilà, donc il y a un portail web qui va permettre de traiter à la source le compactage, la séparation des erreurs de tri et l'équipement connecté, ce qui va permettre de réduire pour le transporteur les coûts logistiques puisque les caisses palettes sont pleines et déjà triées, donc il y a besoin de venir les collecter moins fréquemment. On anticipe les flux futurs et les biodéchets sont transportés déjà compactés grâce à la machine, si je comprends bien. Et c'est un lien direct avec l'unité de valorisation. On va savoir ce que ça veut dire. Je pense que c'est l'endroit où les déchets sont transformés qui est en lien direct avec la machine. Donc il n'y a plus d'étapes de déconditionnement, les circuits courts sont mis en place avec des acteurs locaux et un bilan énergétique précis. D'accord. Ça c'est ce que te permet de faire Axibio. Très bien.
Donc, ils ont une technologie triplement brevetée, les machines Collect et Compact. Donc, c'est des machines, tout simplement, qui ressemblent à ça. Voilà, ça c'est enfin du concret. On sait ce que fait Axibio, c'est une grosse machine. Comme d'habitude, comme tu le sais, je n'investis pas dans du hardware, mais dans du software. Quand on a du produit hardware, il y a bien sûr des effets d'échelle industriels. Quand on produit beaucoup de ces machines, on arrive à faire baisser les prix. Mais il faudra, pour chaque machine supplémentaire vendue, produire une machine supplémentaire, contrairement aux produits 100% digitaux, software, online, etc. etc. Donc, quand c'est un produit physique, je mets toujours ici une note négative à la scalabilité et aux effets d'échelle, puisqu'il y aura toujours des coûts de production pour produire cette machine et la vendre. En plus, vu la taille de la machine, je pense que c'est assez cher, et donc c'est le genre de boîte typiquement qui peut avoir des problèmes de croissance s'ils grossissent trop vite et qu'ils ne sont pas capables de financer leur BFR, leurs besoins à fond de roulement et notamment leur production de machines. Ça peut être un problème pour eux de grossir trop vite, ce qui est quand même, tu en conviens, assez embêtant pour une boîte, une start-up, pardon. Donc ils ont un triptyque avec la Gaia Box, Gaia Pro et le bioséparateur. La Gaia Box, c'est ça. Ça permet d'adresser les plus petits producteurs de biodéchets. Donc les gros producteurs, ils ont la grosse machine comme ça. Les petits producteurs, ils ont d'une part la Gaia Box, qui est reliée à la Gaia Pro. Elle est proche de l'A600 dans son design, mais elle est destinée aux établissements de plus faible production. Elle doit être moins chère. Et le bioséparateur. Alors là, le bioséparateur, c'est une ligne autonome de traitement de déchets destinée au territoire de 100 000 habitants, donc c'est pour les collectivités territoriales. C'est tout un truc installé dans une pièce avec un camion à la sortie. C'est pas pour mettre chez toi. Ils ont un portail web, ça c'est la partie 100% scalable, bien sûr, qui me plaît, mais il n'y a pas uniquement ça. La valeur ajoutée et éléments différenciants, je pense, alors moi ça m'intéresserait beaucoup s'ils disaient on vend uniquement le portail web pour les gens qui sont déjà équipés de machines. C'est pas ce qu'ils ont l'air de dire. Le portail est développé en propre, ça c'est très bien. Ça permet la gestion administrative, d'indiquer les pertes alimentaires, ça permet de piloter la collecte, suivre la valorisation des biodéchets, c'est très intéressant, et d'assurer la traçabilité complète. D'accord. J'aimerais beaucoup qu'ils ne fassent que ça pour les autres machines, mais ce n'est pas le cas. Valeur ajoutée, donc ils vendent ça à la restauration, ils ont un design ergonomique, des machines imaginées pour l'économie circulaire, conformité réglementaire, tout ça c'est pas mal. Est-ce que ça nous permet de répondre à un certain nombre de ces points-là? Non, pas spécialement. Mais on voit que c'est évidemment intéressant. Alors oui, on peut répondre bien sûr à l'unfair advantage, puisque ils nous en ont saupoudré un petit peu partout. C'est breveté, il y a des brevets. Donc si toi et moi demain on veut venir faire la même chose que Axibio, si on veut créer un A600 version 2, A600 V2, eh ben, on aura plus de mal parce qu'il y a les brevets d'Axibio qui sont déposés et qu'on ne peut pas contourner. On a une très très longue page. Alors la stratégie d'acquisition, stratégie commerciale, on a des agents spécialisés, des équipementiers de la collecte de déchets, les collecteurs recycleurs. Donc ça c'est comment ils vont se développer, la stratégie d'acquisition de collectivités locales, le modèle économique, vente ou location financière des machines. Très bien, plus abonnement pour la maintenance, donc ils savent très bien comment monétiser. On va bien sûr venir porter un intérêt tout particulier à la marge dans quelques instants. Abonnement à la plateforme numérique, le prix de l'abonnement diffère en fonction du profil. Pour les acteurs de la restauration, c'est 80 € par mois. Pour les syndicats, on est plutôt à 20 000 € par an. Et pour les collectivités territoriales, 4 200 € par an pour 5 Gaia Box, plus 600 € par an par Gaia Box supplémentaire jusqu'à 27. Et 84 € au-delà. Bon, hyper simple à comprendre, ça c'est pas très grave, c'est les clients qui doivent comprendre ça. Alors les succès, les premières ventes, ils ont vendu 2 A600, plus 3 Gaia Box, plus un bioséparateur. Donc pour l'attraction, on va dire que c'est très mitigé, sachant que la boîte existe depuis, on ne sait pas pour l'instant, mais voyons voir, 2019. Alors on va aller voir le profil LinkedIn des fondateurs, tu sais que j'aime beaucoup faire ça, pour parler de l'équipe, et on parlera de l'équipe après, mais déjà pour voir depuis quand la boîte existe, parce que l'attraction, ils ont vendu donc 5 machines, alors s'ils existent depuis 1 an, pourquoi pas, mais j'ai comme l'intuition, avec ce genre de projet, qu'ils existent depuis plus longtemps. Voilà. En 4 ans et demi, ils ont vendu 5 machines, donc l'attraction, pour moi, non, je ne peux pas dire que c'est une bonne traction. Cela dit, ils ont l'air d'accélérer, ça vient compenser ça, puisqu'ils auraient signé 450 000 € de chiffre d'affaires cette année, et j'imagine que c'est sur plus de machines que ça. D'accord, alors je reviens à ici les succès. Donc ils ont eu quelques ventes, c'est déjà très bien. J'aime beaucoup une boîte qui commence à faire du chiffre d'affaires, c'est important. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une traction énorme. La traction, c'est est-ce que le marché s'arrache la machine en disant « Mon Dieu, ce bioséparateur est extraordinaire, il nous le faut ». Non. En revanche, comme ils sont accompagnés par la réglementation, bien sûr, c'est assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de clients qui vont être forcés d'acheter ce genre de machine. Et donc, ça peut venir leur faire beaucoup de business dans les années qui viennent.
Ils ont des nombreuses discussions, ça c'est très bien. Ils ont eu donc un certain nombre de prix, le jury des trophées machin, sélection CNAM, le prêt d'honneur des Hauts-de-Seine Initiative, lauréat du programme French Tech Emergence, bravo, lauréat du Challenge French IoT, CES Las Vegas, bon, ils sont au top, ça d'accord. Le marché, donc, ça, on l'a vu, évidemment, il est en forte augmentation et ça va surtout exploser lié à la réglementation. La concurrence, c'est bien sûr important. Je ne vais pas m'y attarder, tu peux lire tout ça. L'utilisation des fonds, idem, tu peux aller lire ça. La roadmap, bon, c'est incroyable. Alors par contre, hein, en revanche, je tiens à le dire, le boulot fait par et l'équipe d'Axibio et l'équipe de SoWeFund pour nous fournir cette page-là, qui est juste massive, regarde la taille un peu. Chapeau les gars, beau boulot. C'est pas forcément les informations qui, moi, m'intéressent en priorité, mais c'est pas grave. Allons voir l'équipe. Je cherche comme d'habitude à trouver une équipe complémentaire, éventuellement avec une expérience entrepreneuriale préalable. On est le profil de Pierre-André, qui est à la direction générale, qui est visiblement fondateur ou cofondateur. Donc c'est un HEC, je descends tout en bas. HEC 94, Sciences Po, c'est un Sciences Po HEC. D'accord ? Il a bossé commercial chez Saint-Gobain, puis chez ArcelorMittal, secrétaire général d'ArcelorMittal, quand même, absolument, pendant 1 an. Puis directeur commercial et directeur d'activité chez ArcelorMittal pendant 3 ans. Puis associé dans une entreprise de développement de systèmes de stockage d'eau de pluie, 1500 réservoirs vendus. Donc une expérience entrepreneuriale ici. Puis directeur de filiale, donc pas exactement de l'entrepreneuriat, mais quand même directeur général chez Loxam, puis cofondateur depuis 4 ans d'Axibio. Donc lui, c'est quelqu'un de très très expérimenté. Il s'y connaît, l'industrie ça lui parle, la vente d'équipements ça lui parle. Ok. Ça c'est super, très expérimenté. Il a comme cofondateur le directeur général Marc Hérault, dont le profil LinkedIn est ici, qui est dans le projet depuis un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard. Là on a janvier 2015 et lui rejoint en 2016, d'accord, et qui a passé 23 ans chez Plastic Omnium. Waouh, il était notamment directeur général de Envie-Comp pendant 3 ans à Levallois-Perret, directeur des achats, directeur R&D, directeur marketing, directeur général VPO, directeur de programme, directeur de chiffrage. Bon, incroyable. Et c'est quelqu'un qui vient de l'EM Lyon, donc une grosse également expérience dans le secteur de la filiale électronique information de la division Plastic Omnium Environnement. Et donc aussi un profil très solide, pas d'expérience entrepreneuriale, mais je pense une belle complémentarité avec un profil très haut de gamme, avec toutes ces expériences différentes, avec plein de choses, plein de compétences, du marketing, de la direction, de la R&D, des achats, donc assez impressionnant comme profil. Et donc une équipe absolument formidable qu'on appellera une All-Star Team, évidemment, et que je félicite pour leur profil. Oui, je félicite l'équipe de leur profil. Voilà, ils ont un très beau parcours. Et donc c'est une super équipe dans laquelle on a bien sûr envie d'investir indépendamment du projet. Donc 2 points verts là-dessus. Il nous reste la marge et la valorisation pour analyser cette startup. Très simple. Alors, la marge, on va essayer d'aller voir un petit peu les chiffres. Ici, tu retrouveras l'avis des différents experts, Elisabeth Loget et Bastien Gillard, qui nous donnent leur avis. On a l'équipe, on les a déjà vus. Les chiffres, alors on peut aller regarder les chiffres. On a la valo, on va y revenir. Sortie envisagée 5 à 8 ans. Ils ouvrent leur capital à 20% pour 680 €. Je précise que si tu veux investir, c'est à partir de 100 € le ticket minimum et c'est le gros bouton vert ici. C'est ouvert jusqu'à, on ne sait pas, mais ça vient d'ouvrir, donc ça devrait être ouvert pour un petit moment. Aujourd'hui, les fondateurs détiennent 100% du capital, d'accord. Le chiffre d'affaires 2018, 28 000 €, prévisionnel 2019, 732, on en reparlera tout à l'heure au moment de la valorisation. Et je voulais voir la marge, on va sûrement bien sûr la trouver dans les documents. Alors, le CV des fondateurs, le business plan financier, on va ouvrir. Et peut-être le pitch deck. Alors, ouvrons tout ça. Le pitch deck, est-ce qu'on a le mot marge qui apparaît? Non. Et le BP, oui. Marge brute machine, 34%. On est donc en dessous du seuil fatidique de 50% pour obtenir ma note positive. Désolé, c'est pas grave, c'est une marge qui est pas non plus horrible, on n'est pas à 10% de marge, évidemment ce serait pas bien, mais on est sur la marge brute machine 34% et marge brute totale en prenant en compte tout le reste également 34% en prenant, j'imagine, la maintenance, la logistique, etc. Parce qu'ils arrivent à vendre, je crois, également de l'abonnement en plus sur la maintenance. Donc je pense que c'est pour ça. Et puis, ils vendent également de la data qui permet de leur remonter. Donc ça, c'est très malin, bien sûr. La marge brute des machines se maintient à un niveau de 38%. La marge brute totale progresse chaque année grâce aux abonnements clients. Voilà, c'est ça. Ils vendent à côté, donc ils arrivent à maintenir une marge brute totale qui est finalement à peu près la même que la marge brute des machines. Donc, c'est pas mal une marge brute totale de 34%.
C'est souvent quand on est, tu vois, s'ils ont une marge brute sur les machines de 50%, mais qu'après ils vendent rien, ils peuvent atterrir à 34% et c'est pas mal. Donc c'est pas trop mal une marge brute totale de 34%. Allez, on va être sympa, on va leur mettre rouge-vert. J'aime bien des marges brutes totales de 50%, c'est encore mieux. C'est le rêve, si je puis dire, mais c'est pas trop mauvais, surtout qu'ils vendent de l'abonnement. Un modèle SaaS qui ne leur coûte rien, et ça bien sûr j'aime bien, et ça vient bien sûr gonfler leur marge. Donc, et sur le SaaS, la marge elle est de 100%. Donc là il y a ça pour la marge sur les machines de 34, pas bien, mais le SaaS, oui, bien, et la marge à 100% de l'outil web, oui, bien, et donc dans l'ensemble on arrive sur un truc mitigé, positif, négatif, c'est pas trop mal. Ok, donc là on a tout le plan détaillé, hein, pareil, auquel tu peux accéder ici dans la partie documents, et c'est le business plan financier. Et je voulais revenir pour terminer sur la valorisation. On a donc une boîte qui a fait 28 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière en perdant 14 000 et qui a une valo pré-monnaie de 2,7 millions d'euros. Il nous indique ici un petit texte qui nous dit que la valorisation prend en compte 3 facteurs principaux. La technologie d'ores et déjà protégée par 3 brevets. Il faut effectivement la prendre en compte dans la valorisation, c'est important. L'avancement commercial, puisque plusieurs dizaines de machines ont été achetées et installées chez des clients diversifiés. Plusieurs dizaines, c'est pas ce qui est écrit. Ah non, plusieurs machines, pardon, j'ai juste mal lu, c'est moi, j'invente des mots qui n'y sont pas et après je critique en disant c'est faux. Non mais tout va bien, donc plusieurs machines, effectivement il y a 5 ou 6 machines, ça a été dit, donc commercialement, et puis ils ont apparemment des promesses d'achat, ok, et les tendances de marché laissant présager une forte croissance des entreprises du secteur des déchets grâce à l'évolution sociétale et de la réglementation. Effectivement, la réglementation, ils sont très très bien placés, et donc pour une fois, si on se base uniquement sur le chiffre d'affaires, effectivement la valo n'est pas bonne, mais comme ils ont d'une part des brevets, donc ce qui fait qu'ils sont les seuls à pouvoir faire cette machine, et que d'autre part la réglementation va arriver et va obliger tout le monde à recycler, je vais dire que la valorisation est bonne. Alors attention, je mets un petit point négatif à ça, à cette valorisation ici, en rappelant que la réglementation c'est 2024. C'est extrêmement long et ça peut être un problème d'être trop en avance sur son temps, d'être trop en avance sur son marché. Ils ont tout le temps de ne pas avoir de clients avant 2024 et de mourir. S'ils ont survécu jusqu'en 2024, là ils devraient effectivement gagner de l'argent parce que tout le monde va dire attendez, j'ai besoin de recycler mes biodéchets, j'y suis obligé par la loi européenne, donc vers qui je me tourne? Je me tourne vers Axibio. Mais encore une fois, la boîte a vraiment le temps de mettre la clé sous la porte d'ici là. C'est pas du tout ce que je leur souhaite, évidemment, mais c'est long. 2024, c'est dans longtemps, c'est dans 5 ans. Et c'est absolument long. D'ailleurs, c'est tellement long que tu vois, ils ont même pas jugé utile de le mettre ici dans le business plan, alors que ça aurait été intéressant de voir que la courbe est censée, bien sûr, décoller en 2024. Ils ne l'ont même pas mis, tellement c'est dans longtemps, tellement c'est à long terme. Donc, c'est une boîte, étant donné le potentiel de la réglementation de 2024 et les brevets, qui peut effectivement valoir 2,7 millions aujourd'hui, mais avec cette grosse voilà, ce point très important sur le long terme, sur le fait que ce soit 2024 et qu'ils peuvent être morts avant. Voilà donc pour mon analyse d'Axibio. Voilà mes différents points, mes différents critères. Si tu veux savoir si j'investis à titre perso dans Axibio ou pas, je te donne rendez-vous dans le club privé Léonis Investissement. Le lien est dans la description, juste en dessous des critères que je t'ai montré tout à l'heure. Juste en dessous, il y a club privé d'investissement. Dans ce club privé, 2 choses. Premièrement, je t'indique systématiquement quand je fais une vidéo de ce genre, est-ce que finalement j'investis ou pas à titre personnel avec mon propre argent dans Axibio, et si oui, pourquoi j'investis, quelles sont les raisons, et si non, pourquoi je n'investis pas et quelles sont les raisons. Tu auras cette information-là, et surtout, en plus de ça, je te propose d'investir à mes côtés dans les startups que je déniche, qui ne sont pas sur les plateformes, des startups que je trouve par mon réseau personnel, par mon métier d'investisseur Business Angel, qui sont des startups à très fort potentiel en France et dans la Silicon Valley. Et à chaque fois que j'investis dans ces projets, eh bien, je te propose d'investir avec moi. Si ça t'intéresse, tu peux donc cliquer sur le lien juste en dessous. Club d'investissement, Léonis Investissement, tu es le bienvenu pour investir avec moi à mes côtés. Dis-moi ce que tu penses en commentaire d'Axibio, est-ce que tu es d'accord, pas d'accord avec mon analyse, avec ces critères, qu'est-ce que tu en penses, quelle est ta vision, est-ce que toi tu vas investir ou pas, je serais bien sûr ravi d'avoir ton avis et ton positionnement. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la avec quelqu'un qui s'intéresse à Axibio. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis si ce n'est pas encore fait. Tous les dimanches, je publie une vidéo de ce genre, une analyse d'une startup sur une plateforme et le reste de la semaine, d'autres vidéos sur l'investissement dans les startups, dans les crypto-monnaies, la bourse, etc. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, la suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao!